À présent, on va s'intéresser à la construction du questionnaire et aux différentes formes des questions qu'on va retrouver en fait dans un questionnaire. Première forme, la question dite fermée. C'est une question dont toutes les éventualités de réponse sont prévues et proposées explicitement. Elle peut avoir différentes formes, elle peut être alternative, par exemple avec des réponses de type oui, non. Elle peut être à choix multiples, c'est-à-dire que on va demander à l'enquêté en fait on va lui donner la possibilité de proposer plusieurs choix à la question. Par exemple, quel moyen de transport utilisez-vous? On va lui laisser 3 choix possibles dans les réponses. Le vélo, la voiture, le bus, le métro, le tramway, le car. Pour ma part, j'utilise la voiture, le métro et le vélo. Pour ces questions fermées avec plusieurs choix de réponses, on peut avoir aussi du coup des réponses qui vont être ordonnées, c'est-à-dire qu'on va demander à l'enquêté de classer en fait ces réponses. Si on reprend l'exemple des transports, quel moyen de transport utilisez-vous? On va demander à l'enquêté de classer ces réponses en fonction de l'importance d'utilisation de tel ou tel moyen de transport. Donc en 1, je vais mettre la voiture parce que c'est le moyen de transport que j'utilise le plus. En 2, le métro, ça m'arrive occasionnellement. Et en 3, le vélo, dans la mesure où le vélo, c'est plus, disons, un moyen de transport que je vais mobiliser de manière très ponctuelle, par exemple le week-end. Vous voyez? Donc ici, l'enquêté va devoir ordonner les réponses qu'il va proposer. Donc, réponse alternative, à choix multiples ou à choix ordonné. L'avantage des questions fermées, c'est qu'elles sont moins coûteuses au niveau du traitement. Le traitement, en quelque sorte, est simplifié parce qu'il y a un codage qui est fixé à l'avance. Par contre, l'inconvénient des questions fermées, c'est que du coup, on va imposer aux enquêtés une préconstruction des réponses. Les modalités des réponses fermées peuvent être assez éloignées finalement des catégories dans lesquelles les individus perçoivent le monde social. D'où une attention importante qu'il faut porter aux catégories possibles de réponses. Il faut bien réfléchir sur ces catégories pour avoir des catégories dans lesquelles vont se retrouver un maximum de personnes. Et il faut bien, justement, pour avoir des catégories qui soient pertinentes, maîtriser en fait son sujet. Deuxième type de question, donc la question ouverte. Donc ici, la question ouverte, sa caractéristique, c'est qu'elle ne prévoit pas explicitement les éventualités de réponse. Le plus souvent, il s'agit de laisser la personne s'exprimer sans contrainte, avec ses mots à elle, ses propres mots, ses propres suggestions, etc. Donc ici, en fait, on n'anticipe pas les catégories de réponse. Ici, on va laisser aux personnes la possibilité de s'exprimer librement sur une question. L'avantage de ces questions, c'est qu'on va pouvoir obtenir des informations plus précises sur les pratiques que si on les avait précodées auparavant. Seulement, elles comportent des inconvénients, notamment à la suite des réponses, il va falloir faire un inventaire de toutes les réponses pour les coder. Et du coup, elles demandent beaucoup de temps et d'énergie au niveau du recodage à la suite de la passation des questionnaires. Un autre des inconvénients, c'est que toutes les réponses ne sont pas forcément codables. Ce type de questionnement donne l'avantage aux personnes qui sont aussi naturellement plus loquaces et habituées à prendre la parole, et des personnes qui sont moins à l'aise vont passer sur ces questions-là. On voit aussi dans les taux de remplissage au questionnaire
du coup un taux de remplissage moins important sur les questions ouvertes, parce que les personnes ne prennent pas le temps de s'exprimer ou se donnent pas le droit de s'exprimer librement sur ces questions. Il y a donc un risque, quand on formule de nombreuses questions ouvertes, qu'il y ait un faible taux de remplissage de ces questions. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre une question ouverte ou une question fermée? Il faut privilégier une majorité de questions fermées parce que justement elles sont moins coûteuses en termes de temps pour le recodage, mais aussi parce qu'elles vont favoriser un taux de remplissage plus important du questionnaire. Leur qualité au niveau de la formulation dépend de l'exploratoire et de votre connaissance en fait du sujet pour avoir des catégories de réponses qui soient pertinentes avec votre sujet. Ces questions fermées, elles peuvent être couplées avec une proposition de réponse qui est autre précisée. C'est-à-dire qu'on va laisser à l'intérieur des réponses aux questions fermées la possibilité à l'enquêté de donner une autre catégorie de réponse à laquelle on n'avait pas pensé. Donc on va privilégier une majorité de questions fermées et on va conserver quelques questions ouvertes pour les éléments qui ont trait au thème central de l'enquête et également des questions ouvertes quand ce qu'on recherche, ce sont les catégories et les mots des personnes interrogées. Si on s'interroge sur leur vocabulaire, sur la manière de mettre en mots certaines pratiques, etc., on va privilégier ces questions ouvertes. Il faut savoir qu'au moment du dépouillement, quand on a justement à recoder alors soit les catégories autres, soit les questions ouvertes, on peut très bien aussi intégrer de nouvelles catégories aux catégories qu'on avait pensées a priori. Donc en résumé, on va retrouver plusieurs types de questions dans un questionnaire. On va retrouver des questions à réponse unique. Là, je vous ai mis un exemple. Que fais-tu actuellement? 1. Suis des études ou une formation, y compris un stage dans un cursus scolaire. 2. Travail, y compris des petits boulots et ou stages hors cursus scolaire. 3. Suit des études et travaille en même temps. 4. N'a pas d'activité scolaire ou professionnelle actuellement. 5. Autre précisé. Donc ici, on est bien sur une formulation de questions fermées à réponse unique. On va demander à l'enquêté de se positionner seulement sur une de ces propositions de réponse, mais il peut très bien se saisir de la 5e proposition qui est autre pour pouvoir justement s'exprimer librement parce que les catégories qui ont été pensées par les chercheurs ne correspondent pas à sa situation à lui. Autre type de question, donc la question à réponse multiple. Donc ici, elle est formulée de la manière suivante. As-tu déjà eu une expérience professionnelle? Et ici, plusieurs réponses sont possibles. Elles ne sont pas limitées finalement. Donc, est-ce que tu as eu une expérience professionnelle dans le cadre d'un apprentissage ou d'une formation professionnelle? Dans le cadre d'un stage? Par un job d'été ou un petit boulot? Par une activité rémunérée régulière? Dans un autre cadre. Donc ici, par exemple, quelqu'un peut très bien donner 5 choix de réponse finalement si sa situation correspond à toutes ces catégories. Donc ensuite, la question à réponse ordonnée, qui est une réponse à choix multiples, mais où on demande à l'enquêté de classer ses réponses par ordre d'importance ou selon la fréquence. À réponse numérique, la caractéristique donc de la question à réponse numérique, c'est qu'ici on va attendre un chiffre dans la question, par exemple, quel âge as-tu? Donc on ne va pas faire des catégories a priori, on va laisser la possibilité à l'enquêté de donner son âge. On va avoir aussi un type de question ouverte à texte libre. On peut aussi très bien avoir une question avec une réponse date. Donc tous les types de questions ici sont réunis. Donc on a les questions d'opinion, les questions de fait, les questions sur les déterminants sociaux, les questions ouvertes, les questions fermées.
À présent, on va s'intéresser aux règles du questionnement, c'est-à-dire à la manière dont il faut formuler ces questions et ce qu'il faut éviter dans la formulation de ces questions. Donc, 3 règles: éviter l'effet d'imposition, favoriser l'expression personnelle et éviter les erreurs techniques. Donc on va commencer par une citation de Pierre Bourdieu qui nous dit donc l'effet d'imposition, c'est l'effet exercé par toute enquête d'opinion qui résulte du fait que les questions posées ne sont pas des questions qui se posent réellement à toutes les personnes interrogées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les questions de recherche que nous nous posons ne sont pas forcément des questions que les personnes interrogées se posent. Il y a donc, au moment où on va aller les interpeller pour participer à notre enquête, un effet en quelque sorte d'imposition d'une thématique, d'une formulation. Donc il faut réussir en fait à cadrer cet effet d'imposition. Pour éviter justement cet effet d'imposition, il faut introduire une case sans opinion, où ça ne m'intéresse pas, où ça ne me concerne pas. C'est-à-dire laisser la possibilité aux personnes de ne pas répondre dans les catégories proposées et d'avoir cette possibilité de ne pas répondre aux questions. Il faut également établir un équilibre entre des modalités positives et des modalités négatives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, dans la construction de la question, avoir par exemple 3 catégories de réponses qui seraient positives, c'est-à-dire qui sont valorisées socialement, et 2 catégories de réponses qui sont négatives, c'est-à-dire dévalorisées socialement. Il faut essayer d'avoir cet équilibre, 3 réponses valorisantes, 3 réponses non valorisées. Il faut également être vigilant à la tonalité des mots qu'on va utiliser. Avoir un vocabulaire en fait qui ne heurte pas la sensibilité des enquêtés. Il faut également laisser cette possibilité à l'enquêté de pouvoir donner plusieurs réponses sur certaines questions. Pour éviter l'effet d'imposition, on peut aussi, et pour être sûr que la question concerne la personne enquêtée, on peut aussi construire une question en 2 temps, avec une première question qui va filtrer finalement les personnes qui vont être concernées par la deuxième question. Par exemple, première question, 3 candidats écologistes sont en liste actuellement pour les présidentielles. Les connaissez-vous? Oui, non. Et là, du coup, on va demander à ceux qui les connaissent de préciser en fait ce qu'ils pensent de ces candidatures. Et ceux qui ne les connaissent pas, finalement, ils n'ont pas à répondre à la question suivante. On va du coup filtrer l'ordre des questions pour ne pas demander aux enquêtés de répondre à des questions qui ne les concernent pas. Concernant l'attention apportée aux mots, l'usage de certains mots est à bannir. Pour autant, il n'y a pas de dictionnaire sur ces mots à éviter. Les objectifs dans le fait de porter attention justement aux mots utilisés et à leurs effets, c'est qu'il faut réussir à faire comprendre de la même manière à tout le monde le sens de la question. Le vocabulaire et les structures des questions sont également très importants pour la formulation des questions. Il faut que les questions soient comprises par tout le monde de la même manière. Donc le vocabulaire doit être simple, compréhensible. On va utiliser de préférence le langage de la vie courante ou le langage de la population qui est étudiée. Il faut bannir les termes généraux, les termes trop techniques ou trop abstraits. Dans la formulation des questions, on s'interdit d'utiliser des concepts abstraits. Dans la formulation des questions, il faut donner à l'enquêté une prise sur la formulation. Si la formulation est abstraite, il n'aura aucune prise pour se positionner sur une réponse. Donc ici, pas de concept abstrait, on n'est pas dans les hypothèses, ni dans un questionnement de recherche. Ici, l'idée, c'est d'avoir vraiment des formulations qui sont concrètes et qui parlent aux enquêteurs. Pour favoriser l'expression personnelle, il faut être attentif aux mots introductifs. Il faut avoir des formulations
qui soient simples dans la mesure où elles ne vont pas mettre en cause finalement dans leur formulation le sens de la question. On voit par exemple sur ces deux questions. Première question, croyez-vous en Dieu? Deuxième question, est-ce que vous croyez en Dieu? Donc sur une enquête test, on voit que le pourcentage de réponses à ces deux questions n'est pas le même. On va avoir plus de réponses positives à la première, croyez-vous en Dieu, que de réponses positives à la deuxième, est-ce que vous croyez en Dieu? Les énoncés introductifs de type est-ce que diminuent en fait l'évidence de la réponse. Et ici, en l'occurrence, diminue l'évidence de la croyance en Dieu. Pour favoriser l'expression personnelle, dans cet exemple, vous avez 5 formulations différentes. Ici, l'auteur cherche à obtenir le point de vue des enquêtés, leur croyance individuelle finalement, sur le lien entre les étudiants en sociologie et le fait qu'ils soient travailleurs. Donc, 5 énoncés qui sont différents. Premier énoncé, les étudiants en sociologie sont-ils travailleurs? Ici, dans cet énoncé, le fait de croire qu'il existe un lien entre le fait d'être étudiant en sociologie et le fait d'être travailleur est présenté en quelque sorte comme un savoir objectif. Et on va demander à l'enquêté de se positionner sur ce savoir objectif. On ne lui demande pas de se positionner sur ce que lui, finalement, pense de ce lien entre le fait d'être travailleur et le fait d'être étudiant en sociologie. Les 3 autres questions, pensez-vous que les étudiants en sociologie sont des travailleurs? Trouvez-vous que les étudiants en sociologie sont des travailleurs? Et estimez-vous que les étudiants en sociologie sont des travailleurs? Sollicitent ici une opinion personnelle de la part de l'enquêté. Et enfin, dans la dernière proposition, la 5e, diriez-vous que les étudiants en sociologie sont des travailleurs? L'emploi du conditionnel recherche une vérité qui n'est pas que personnelle, qui n'est pas que individuelle du côté de l'enquêté. Donc ici, pour connaître la manière dont les enquêtés considèrent les étudiants en sociologie, il faut choisir soit la proposition 2, soit la 3, soit la 4. Toujours pour favoriser l'expression personnelle, il faut garantir la protection des personnes, sachant que tous les enquêtés n'ont pas forcément envie de répondre à votre questionnaire. Pour cela, il faut rappeler le traitement anonyme des réponses. Les informations obtenues dans le cadre de la passation du questionnaire ne sont pas traitées à un niveau individuel. Ici, elles sont agrégées, ces réponses, les unes aux autres, pour avoir des tendances sur une population, et pas pour dresser le portrait d'une personne en particulier. Il faut également construire le questionnaire de telle sorte que la personne interrogée soit respectée dans sa cohérence expressive. C'est-à-dire qu'il faut prêter une attention particulière à l'articulation des questions entre elles. Il faut également formuler des questions qui ne dépassent pas les compétences des enquêtés. C'est-à-dire ne pas demander plus aux enquêtés que ce qu'ils sont en capacité de vous donner comme réponse. Il faut également proposer pour certaines questions qui seraient plus sensibles, pour lesquelles finalement les enquêtés auraient plus tendance à ne vouloir ne pas répondre. Il faut leur proposer justement des propositions de réponse qui leur permettent en fait d'être plus à l'aise dans la proposition de réponse. Un des outils qu'on peut mobiliser pour certaines questions sensibles, comme notamment celle de la sensibilité politique, c'est l'échelle des lettres. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas désigner les partis, mais on va désigner 2 extrêmes et on va demander à la personne de se situer entre ces 2 extrêmes. Ça évite à la personne d'énoncer tout haut sa préférence politique et ça permet de diminuer sa gêne.
Ça donne aussi la possibilité de ne pas rentrer dans les catégories traditionnelles et du coup de pouvoir se situer entre le centre gauche et la gauche, sans être dans l'une ou l'autre. Enfin, pour éviter les erreurs techniques, plusieurs préoccupations aussi à avoir en tête, il faut réussir à formuler des questions qui comportent une seule dimension, c'est-à-dire qu'il faut mettre une seule question par question. Il ne faut pas demander aux personnes deux éléments dans la même question. Par question, on va attendre un seul élément. Je ne vais pas demander, par exemple, où et à quelle heure prenez-vous le bus le matin. Cette question comporte deux questions. Où prenez-vous le bus et à quelle heure prenez-vous le bus? Il faut, on l'a déjà dit, ménager la mémoire des individus qui sont interrogés. Il faut également proposer pour les questions d'opinion un continuum équilibré avec des réponses extrêmes et centristes. Par exemple, êtes-vous d'accord avec la politique du Parti socialiste? On va proposer 4 types de réponses: tout à fait d'accord, plutôt pas du tout d'accord. Donc ici, on va avoir dans ces 4 propositions de réponses un équilibre entre des réponses positives, tout à fait d'accord, plutôt d'accord, et 2 réponses négatives, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord. On a également en fait un continuum avec des réponses extrêmes, tout à fait d'accord, pas du tout d'accord, mais également des réponses centristes, plutôt d'accord et plutôt pas d'accord. Il faut également, dans ce continuum, avoir un nombre de propositions qui soit pair. Si on met une échelle impaire, tout le monde va se mettre au milieu, du côté des indécis. D'où l'intérêt, en fait, d'avoir une formulation qui est paire, qui demande du coup aux personnes de se positionner plutôt d'un côté ou de l'autre. Il faut, dans la formulation des questions, éviter les négations et les doubles négations. Exemple, ne pensez-vous pas qu'il aurait mieux valu ne pas participer au vote? Non. Il faut formuler la réponse de manière positive. Par exemple, pensez-vous qu'il est important de participer au vote? Il faut également maîtriser l'ordre des questions et éviter autant que possible ou réduire, maîtriser l'effet de halo lié en fait à la contamination d'une question par la question précédente. Par exemple, ici on a 2 questions. Le tabac est-il dangereux? Existe-t-il des drogues inoffensives? L'ordre de ces questions dans le questionnaire va influencer les réponses données aux questions. C'est-à-dire que si l'enquêté dit que le tabac n'est pas dangereux, il va dire qu'il existe des drogues inoffensives. Si au contraire, les enquêtés disent qu'il n'y a pas de drogue inoffensive, ils vont être plus enclins à considérer le tabac comme dangereux. Il y a donc une maîtrise à avoir dans l'ordre des questions au sein de l'outil. Il faut se poser des questions sur justement ce que produit l'ordre des questions sur du coup les réponses qui vont être proposées. Il faut également penser au filtre, c'est-à-dire si vous répondez telle réponse à telle question, il faut dans ces cas-là aller répondre à telle question. Les filtres servent à économiser son interlocuteur, pas besoin qu'il réponde l'âge de ses enfants s'il n'a pas d'enfants par exemple. Mais aussi, ces filtres permettent que les réponses soient bien celles des personnes concernées. Certains répondants peuvent très bien imaginer des réponses pour faire plaisir justement à l'enquêteur. Il faut également préférer des indicateurs de fréquence à des adverbes. À quelle fréquence utilisez-vous le métro? Plutôt que de proposer une réponse par adverbe souvent, quelquefois, régulièrement, jamais, mieux vaut proposer des catégories de réponses avec des indicateurs de fréquence qui peuvent être plusieurs fois par jour, une fois par jour,
une fois tous les 2-3 jours, moins d'une fois par semaine. D'accord? Ces indicateurs permettent d'avoir des éléments plus précis parce que les adverbes laissent place à l'interprétation de la personne qui répond. Il faut également, dans la formulation des questions, ne pas hésiter à préciser le cadre de référence, c'est-à-dire l'échelle attendue de la réponse. Si on prend la question « Où êtes-vous né ?» Dans ce « où », on va retrouver plusieurs échelles. C'est le nom de la maternité qu'on cherche? C'est le nom d'une ville? C'est le nom d'un département? C'est le nom d'une région? C'est le nom d'un pays? Donc il va falloir, dans ce type de question, préciser l'échelle qui est attendue au niveau de la réponse. Voici quelques principes dans la formulation des questions. Il faut rechercher le concret et refuser le général. Plutôt que de demander le temps en moyenne, par exemple, que prend une personne pour choisir ses vêtements, qui renvoie à une information générale, elle est obligée en fait de moyenniser le temps pris pour choisir ses vêtements et ça vous donne en fait une information qui est peu précise. Il vaut mieux demander à une personne le temps qu'elle a pris ce matin pour choisir ses vêtements. Le temps pris ce matin, en fait, va faire appel à la mémoire immédiate et va lui permettre, en fait, de calculer de manière précise le temps pour choisir ses vêtements. Dans la grammaire de l'enquêteur, il faut privilégier des termes qui sont concrets, qui renvoient à des objets matériels ou à des pratiques identifiables et constatables. Il faut également situer les pratiques dans un temps donné et dans un espace. Pour éviter de la même manière d'avoir une information générale, il faut privilégier le singulier au pluriel et les adjectifs démonstratifs ou possessifs. Les adjectifs démonstratifs servent à désigner un objet précis. Aimez-vous ces vêtements à partir d'une image par exemple. Les adjectifs possessifs situent directement le lien entre l'enquêté et l'objet ou la pratique. Je vous ai mis un exemple. Dans la formulation numéro 1, il s'agit en fait de demander à l'interlocuteur quels sont les vêtements que vous préférez. Donc dans cette formulation, on demande à l'enquêté de se prononcer dans l'absolu. On ne sait pas si la proposition est liée aux vêtements que lui-même porte ou à des vêtements d'un point de vue général. Tandis que dans la deuxième formulation, on va situer le vêtement par rapport à l'enquêté en utilisant l'adjectif possessif, quel est votre vêtement, et on va situer aussi cette préférence dans un espace-temps en le situant sur la semaine.